Non. En tant que rédacteur en chef d'Expert, j'ai donc le plaisir d'animer cette conférence plénière 2 intitulée RE 2020 et CAP 2030, hors site, réversibilité, eau, copropriété, Philippe l'a dit, un programme assez complet, comme vous pouvez le constater, avec de nombreuses interventions et tables rondes qui vont se succéder tout au long de la journée. On commence tout de suite par une première intervention intitulée RE 2020 de la RE 2025 à la RE 2031, la suite décryptage, par Nathalie Chang, directrice associée du bureau d'études Tribu Énergie, et Thomas Zuelgaret, adjoint au sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages pour les ministères des Territoires, de l'écologie et du logement. Bonjour à tous les deux et c'est à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Donc avec Nathalie, on va vous parler de la RE 2020, des évolutions actuelles et à venir sur cette réglementation. Donc moi, je vous évoquerai plus particulièrement les travaux en cours au niveau de la DHUP, et puis Nathalie vous présentera les impacts concrets de ces évolutions en matière constructive. Donc d'abord, peut-être un retour rapide sur la RE 2020, donc la réglementation environnementale 2020 qui a pris la suite de la réglementation thermique 2012, avec un certain nombre d'objectifs, mais 3 plus particulièrement. Améliorer la performance énergétique des bâtiments pour réduire les consommations, donc dans la lignée de ce que faisait déjà la RT 2012, mais en renforçant un peu les exigences. Environ 30%, on évoque de renforcement des exigences par rapport à la RT 2012. Mieux prendre en compte la question du confort d'été dans les bâtiments, un sujet prégnant d'adaptation au changement climatique, avec l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des périodes de chaleur. Et puis la nouveauté de la RE 2020, surtout la prise en compte de l'impact carbone, de l'impact en termes d'émissions de CO2 du bâtiment sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, c'est-à-dire du chantier, du choix des composants et des matériaux, jusqu'à la fin de vie du bâtiment. Donc c'est une réglementation qui est entrée en vigueur depuis 2022 sur les logements, sur les bureaux et sur les locaux d'enseignement primaire et secondaire. Et la particularité, entre autres, de cette réglementation, c'est d'avoir prévu dès ces premiers textes réglementaires des jalons temporels de renforcement des exigences, donc tous les 3 ans. Le premier jalon est intervenu au 1er janvier dernier, on va l'évoquer, et 2 autres jalons prévus au 1er janvier 2028 et 1er janvier 2031. Donc si on passe rapidement sur les indicateurs, puisque la RE 2020 est une réglementation principalement d'objectifs de résultats, avec des seuils sur un certain nombre d'indicateurs à ne pas dépasser. Des indicateurs qui étaient déjà connus dans la RT 2012, le besoin bioclimatique, BBio, et les consommations d'énergie primaire et consommations d'énergie primaire non renouvelables. La révision de l'indicateur sur le confort d'été, mais on va surtout ici s'attarder sur les indicateurs carbone, puisque ce sont vraiment eux qui évoluent dans les différents jalons temporels, avec l'IC énergie, donc l'impact carbone lié à l'énergie utilisée, et l'IC construction, l'impact carbone au niveau du chantier, des composants et des matériaux. Donc si on s'attarde rapidement sur les évolutions qui ont eu lieu au 1er janvier 2025, comme je viens de le dire, pas de variation sur les indicateurs BBio et consommation d'énergie primaire, par contre des modifications sur les indicateurs carbone. Donc sur l'indicateur énergie, pas de variation pour les maisons individuelles, si ce n'est, là indiqué en vert, un petit assouplissement lié au décret pris en décembre 2024 qu'on évoquera ensuite. Mais pour les maisons individuelles, pas de renforcement parce que le seuil était déjà relativement bas dès 2022, avec l'objectif que les maisons individuelles ne soient plus équipées en matière de chauffage en énergie uniquement fossile. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les bâtiments collectifs, d'habitation collective. Et donc les seuils évoluent au 1er janvier 2025. Évolution qui devrait aboutir à la même chose que pour les maisons individuelles, c'est-à-dire l'impossibilité de ne chauffer les logements collectifs qu'avec du carburant fossile à partir de cette date. Et puis sur l'indicateur sur la construction, on a un renforcement d'environ en moyenne 15% par rapport à la période 2022-2024, ce qui va contraindre du coup à aller chercher un peu plus de fiches environnementales des produits pour calculer les émissions de CO2 en analyse de cycle de vie et de revoir certains modes constructifs comme on le verra par la suite. Donc peut-être pour faire un petit état des lieux de la construction au 1er janvier 2025 par rapport à cette réglementation. Donc les équipes de la DHUP ont travaillé avec le CSTB à la mise en ligne d'un observatoire de la RE 2020, donc, qui a été mis en ligne sur Internet en 2024 et qui permet de récupérer les informations sur les analyses de cycle de vie qui sont contenues dans les permis de construire et les déclarations d'achèvement de travaux.
Donc au 1er janvier 2025, on a à peu près 400 000 permis de construire et 60 000 déclarations d'achèvement de travaux. Et ce qu'on peut en tirer sur la période 2022-2025, enfin 1er janvier 2025, donc, c'est que sur les maisons individuelles, ce qu'on a dit juste avant s'avère concret dans les cas, puisque les maisons individuelles ne sont désormais équipées en chauffage quasiment exclusivement de pompes à chaleur et un peu de poêle. Et pour l'eau chaude sanitaire, de pompes à chaleur majoritairement et de ballons. Ce qui n'est pas le cas en logement collectif, où on a encore une grande disparité d'énergie de chauffage et d'eau chaude sanitaire, avec les chaudières qui sont toujours en première position, suivies de près par les pompes à chaleur. Et donc c'est ces éléments-là qu'on s'attend à voir évoluer à partir de 2025, liés au nouveau seuil IC Énergie pour le logement collectif. Si on regarde le passage des seuils des jalons 2025 et 2028, donc sur les maisons individuelles, comme on l'a dit, pas d'évolution du seuil IC Énergie, donc ça se concentre uniquement sur le seuil carbone de la construction. On note qu'environ 25% des maisons respectaient déjà le seuil 2025 et 7% le seuil 2028, avec des légères variations quand même selon les zones climatiques. On note un peu plus de facilité en zone chaude. Sur les logements collectifs, des chiffres un peu meilleurs, puisque 36% des opérations de logement collectif respectaient déjà le seuil 2025 et 16% le seuil 2028 en avance de phase, avec là pour le coup des vraies variations selon les zones climatiques. Et puis pour le logement collectif, sur le lycée énergie, on note que 60% déjà des constructions respectaient les seuils 2025-2028, sachant qu'il n'y a quasiment pas d'évolution sur lycée énergie entre 2025 et 2028, hors réseau de chaleur. Donc en 2024, après 2 ans d'entrée en vigueur de cette réglementation, et avant justement l'entrée en vigueur du jalon 2025, on a souhaité faire un grand retour d'expérience sur la RE 2020 avec l'ensemble de la filière. Retour d'expérience avec environ une 50aine de contributions d'industriels, bureaux d'études, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage, qui ont permis de mettre en avant certains points, de tirer certaines tendances. La première, et on peut s'en réjouir, c'est la bonne appropriation par la filière de cette réglementation, et en particulier de l'impact carbone, qui était la nouveauté de cette réglementation. On note aussi que globalement, les objectifs qui étaient visés sont atteints par la réglementation, en tout cas sur le jalon 2022-2025. Mais on note aussi quelques difficultés sur l'appropriation de l'analyse en cycle de vie, ce que doit faire chaque acteur, la manière de le faire, sur certaines questions liées aux fiches environnementales des produits et des matériaux. Et puis, nous ont été remontés aussi certaines typologies de construction pour lesquelles le jalon 2025 allait être particulièrement problématique, voire ne pas permettre de construire ces typologies. Et donc, ça nous a conduit, suite à un travail d'objectivation de ces données, à proposer le décret qui a été paru en décembre 2024 d'ajustement des seuils 2025. Donc, pour revenir rapidement sur ces ajustements qui ont eu lieu, concernant les bâtiments collectifs, 2 difficultés. Pour les bâtiments collectifs avec des petits logements, typiquement les résidences étudiantes, une difficulté liée au fait que les équipements sanitaires, l'impact carbone des équipements sanitaires, des canalisations ramenées au mètre carré, pesait un poids très, très élevé dans l'impact carbone de la construction. Et donc, il a été décidé de créer une modulation pour tous les bâtiments qui ont des logements de surface en moyenne inférieure à 40 mètres carrés pour leur permettre de franchir le seuil 2025. Dans le même ordre d'idée, haute difficulté pour les petits bâtiments d'habitation collectif. Ces petits bâtiments ont des contraintes réglementaires qui grèvent leur impact carbone. Typiquement, on peut penser à l'obligation de se doter d'ascenseurs dans des petits logements collectifs. Ramenés au mètre carré, ça fait un poids carbone important. Et donc, de même, il a été décidé de créer une modulation sur les petits bâtiments pour leur permettre d'atteindre plus facilement le seuil 2025. On a eu quelques cas qui nous sont montés sur les maisons individuelles, principalement les maisons individuelles de grande taille, au-dessus de 100 mètres carrés, et les maisons individuelles en zone chaude et humide, principalement le pourtour méditerranéen, pour lesquelles, là, ce n'est pas tant une question d'impact carbone, mais c'est plutôt une question de besoins bioclimatiques et de consommation d'énergie primaire, où il y avait effectivement des difficultés à atteindre des valeurs basses sur ces critères-là. Et donc, ce décret 2025 vient apporter des modulations permettant de faciliter l'atteinte de ces indicateurs-là pour les maisons individuelles. On a eu aussi des remontées sur les réseaux de chaleur urbains, donc de 2 types. D'une part, l'indicateur IC Énergie était plus contraignant en termes de réseau de chaleur urbain pour les maisons individuelles par rapport au logement collectif.
Donc le seuil a été assoupli pour ces maisons individuelles pour permettre d'aligner les exigences sur ce qui est requis pour le collectif. Et puis d'autre part, pour les réseaux de chaleur classés, donc les réseaux de chaleur auxquels il est obligatoire de se raccorder en cas de construction neuve, certains de ces réseaux ont pris du retard dans leur verdissement. Et donc, pour ne pas impacter les constructions, on a décidé de reporter l'application du seuil 2025 à 2028 pour ces constructions-là sur le seuil IC Énergie. Et enfin, il nous a été remonté une problématique particulière liée au photovoltaïque. Effectivement, les panneaux photovoltaïques ont un fort impact carbone et donc grèvent l'impact carbone de la construction. Pour les bureaux, il avait été créé une modulation pour diminuer cet impact parce que les bureaux ont une obligation de se doter de panneaux photovoltaïques en toiture, ce qui n'est pas le cas pour les autres constructions. Et donc, il a été décidé d'étendre cette modulation à l'ensemble des constructions pour, d'un, soutenir le photovoltaïque et d'autre part, parce que de toute façon, avec la directive sur la performance énergétique des bâtiments, bientôt, toutes les constructions neuves seront obligées de se doter de production d'énergie renouvelable en toiture. Et donc, je passe la parole à Nathalie. Merci Thomas. Donc effectivement, les points que Thomas vous a signalés sont absolument indispensables, sont tous d'ailleurs complètement indispensables pour pouvoir appliquer cette RE 2020 où on avait effectivement quelques petits soucis. Le premier souci, effectivement, c'était sur les résidences étudiantes, puisque là, vous voyez un cas justement un cas sur un immeuble qui est en cours de construction pour lequel d'ailleurs l'aménageur nous demandait d'anticiper le seuil RE 2025 et on avait beau effectivement tout essayer. C'est un immeuble qui va se faire en briques de réemploi avec là on est en train d'essayer de trouver des sanitaires de réemploi, donc on va extrêmement loin et pourtant on arrivait tout juste à passer sous le seuil 2022. Et grâce, effectivement, le grand avantage, c'est qu'avec cette nouvelle modulation, on va pouvoir avoir un gain qui va se situer entre 40 et 60 kg de CO2 par mètre carré sur le IC Construction, qui nous permet effectivement, comme tu l'as dit Thomas, de donner un petit peu de souplesse par rapport, vous le voyez, à ce lot plomberie, qui est beaucoup plus impactant. Sur le petit graphe, en fait, vous voyez, sur cette parcelle, on a une résidence étudiante et 2 immeubles collectifs. Et vous voyez dans la dernière barre, en fait, le poids en orange du lot plomberie qui est quasiment presque au double par rapport à un immeuble collectif classique du fait de la multiplication des cuisines et des salles de bain. Donc effectivement, nous attendions cette correction avec beaucoup d'impatience. Alors, juste une petite question, Thomas, parce que la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que ces corrections ne s'appliquent que pour les permis de construire déposés après le 1er janvier. Donc pour tout ce qui a été déposé avant le 1er janvier, là où on avait encore des difficultés, malheureusement, on reste un petit peu, à moins de déposer un nouveau permis de construire, mais sinon, on garde... Bon voilà, donc, mais en tout cas, voilà, c'est déjà une bonne nouvelle. On va pouvoir réajuster par la suite. Juste un petit point, donc ça c'est une contribution que j'avais pilotée pour Sinov, donc le syndicat d'ingénierie, la ICVF et ICO, pour collecter beaucoup de retours d'expérience à travers cette RE 2020, et on avait fait remonter à la DHUP trois grands piliers. En fait, la première, c'était sur la conduite d'opération. On avait effectivement demandé que les bureaux d'études qui réalisent ces études thermiques soient qualifiés. Donc, on espère un jour qu'on pourra effectivement avancer sur ce point pour garantir des études de meilleure qualité. On avait un point avec beaucoup de retours d'expérience sur la méthode. Et beaucoup de ces points, en fait, sont en cours de discussion dans le cadre du GT Suivi, qui se réunit régulièrement et qui échange justement sur des précisions, des évolutions possibles. Et ensuite, un grand pilier sur le sujet des seuils. Donc ça, c'était ce qui était le plus urgent, finalement, et qui a été pris en compte dans ce retex. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et là, maintenant, je te laisse la parole pour que tu nous expliques l'extension aux autres typologies. Oui.
Alors tout d'abord, effectivement, comme tu viens de le dire, Nathalie, le décret de décembre 2024 était une première réponse au RETEX, puisqu'il y avait urgence à agir, mais on a d'autres sujets de travaux en cours suite à ce RETEX pour apporter des améliorations à la méthode. Donc rapidement, un autre sujet qu'on a en cours à la DHUP, c'est ce qu'on appelle le GTM2, groupe de travail modélisateur 2, qui vise à en fait étendre la RE 2020 à d'autres typologies de tertiaires. Aujourd'hui, seuls les locaux et l'enseignement, les locaux de bureau et d'enseignement sont concernés. Et donc, on propose de l'étendre à un certain nombre de typologies indiquées ici. On mène pour cela des concertations depuis 2023 avec la filière sur le sujet. L'objectif étant de reprendre les mêmes seuils que la RE 2020 existante, mais de l'étendre à ces nouvelles constructions. Donc on a travaillé avec le CSTB et les bureaux d'études à modéliser sur un certain nombre de bâtiments pour fixer des idées de seuil. Ce travail a été terminé fin 2024 et là en janvier 2025 avec des seuils retenus pour l'instant. Et désormais on est dans la phase de validation de ces seuils et de préparation des textes avant mise en consultation. Avec, on l'espère, ce qu'on vise, c'est une entrée en vigueur au second semestre de l'année. Très ambitieux. Tout à fait. Merci. Donc là, je vous ai mis un petit exemple sur une des typologies. Médiathèque, je pense que tu ne l'as pas dit, mais c'est important. Dans le cadre du GTM2, il y a vraiment des nouvelles typologies. Donc médiathèque, commerce, restaurant, santé, industrie et hôtellerie qui vont être, et gymnase aussi, crèche également et université qui vont être ajoutées. Donc là, on n'avait pas le temps en 20 minutes de vous présenter l'ensemble de ces typologies. Donc là, vous avez un exemple sur une médiathèque. Donc déjà, toutes ces nouvelles typologies, elles vont être soumises aux mêmes, je dirais, indicateurs, BBio, CEP, CEPNR, IC Énergie, IC Construction, en sachant qu'en termes de prestations, il y a des calages qui ont été réalisés dans le cadre du GTM2. Le principe des calages, sans aller dans les détails de U des parois, le grand principe de la façon dont ont été réalisés justement le calage de ces seuils, c'est on a pris des prestations standards, mais de très bon niveau. Voilà, mais très courantes, je dirais, voilà, les bonnes prestations les plus courantes qu'on a aujourd'hui sur des typologies de construction. On a essayé de réfléchir sur est-ce qu'il y avait effectivement des optimisations qui étaient possibles, et il y a eu beaucoup de sensibilité aux paramètres qui ont été faites aussi bien sur la partie énergie que sur la partie carbone, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Et donc, ces sensibilités aux paramètres, ah oui, mince, je reviens un petit peu en arrière parce que c'était ce que je voulais montrer sur la partie IC Construction. Donc, de nombreux systèmes constructifs ont en fait été modélisés, que ce soit des bétons classiques, des bétons bas carbone, beaucoup de matériaux biosourcés. Et c'est ce qui a permis de caler les différents échéanciers 2025, 2028 et 2031. Alors, effectivement, nous attendons avec impatience la publication, puisque les médiathèques, les réunions de concertation ont déjà eu lieu il y a plus de 6 mois. Je pense que les seuils sont calés, donc maintenant, reste plus qu'à publier, concerter, finir les concertations et publier. Donc, je te laisse... Ça marche. Et peut-être rapidement pour évoquer, donc au-delà des évolutions en cours, les évolutions à venir à un peu plus moyen terme. Donc les jalons 2028 et 2031, ce qu'on peut en dire, globalement, c'est que sur la question d'impact carbone de l'énergie, il n'y a plus vraiment d'évolution, sauf sur les réseaux de chaleur urbains qui sont amenés à se verdir. Donc les évolutions vont se concentrer sur l'impact carbone de construction, avec des baisses successives d'environ 10% à chaque fois. Donc en gros, on va rentrer dans le dur du sujet à partir de 2028, parce que pour le coup, les constructions, il va être assez complexe de passer les seuils. Ça va vraiment requérir de faire appel aux fiches de déclaration environnementale, mais également de réfléchir au mode constructif en allant chercher plus de matériaux de réemploi, de matériaux bas carbone, de matériaux recyclés. Mais ça, je crois que tu en diras un mot ensuite. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Autre évolution à venir, la directive sur la performance énergétique des bâtiments, qui a été adoptée en 2024 et qui doit être transposée d'ici 2026. Globalement, avec la RE 2020 en France, on répond déjà assez bien à cette directive, modulo 2 petits points.
la directive s'applique à tous les bâtiments, donc d'où les travaux aussi du GTM2. Il va falloir étendre la RE 2020 à l'ensemble des bâtiments tertiaires. Et puis d'autre part, une subtilité de la DPEB qui est l'interdiction à partir de 2030 et 2028 pour les bâtiments publics de produire, de consommer plutôt des combustibles fossiles sur site du bâtiment. Et puis en termes de perspective d'évolution, on a aussi des travaux en cours au niveau de la DHUP sur la question de la réduction des consommations d'eau potable liée au plan eau, qui est paru l'année dernière également. Et là-dessus, on travaille un indicateur sur le même principe que la RE 2020, un objectif de résultat avec un seuil qui est à caler, mais ce sont des réflexions que l'on a. Et puis on peut citer à plus long terme le projet CAP 2030 qui vise à créer un cadre référentiel commun d'analyse de la performance environnementale des bâtiments au-delà de la RE 2020, dans un but plutôt quand même volontariste de certains maîtres d'ouvrage d'aller chercher des performances particulièrement élevées. Alors effectivement, la question maintenant, c'est quelles prestations pour anticiper 2028, donc par exemple sur un immeuble collectif, mais également sur d'autres typologies. Alors, c'est très compliqué aujourd'hui, comme l'a un petit peu indiqué Thomas. Disons qu'on a fait beaucoup de simulations récemment et il y a 3-4 ans, à l'entrée en vigueur de la RE 2022, en fait, on avait fait beaucoup de simulations qui montraient que sur notamment des grands immeubles assez compacts, au-delà de 50 logements, c'était plutôt très facile de respecter le seuil 2028 avec des bétons bas carbone. Entre-temps, est arrivée une petite évolution de la norme sur notamment les FDES, donc ce qu'on appelle le passage de A1 à A2, qui font que beaucoup de FDES se retrouvent dégradés en poids carbone. Et les dernières simulations que nous avons pu réaliser montrent que les conclusions qu'on avait il y a 3-4 ans ne sont plus du tout valables. Et aujourd'hui, même un immeuble avec plutôt compact, avec 100% de béton type CEM3 ou CEM3B, avec un maximum de FDES, il a quand même beaucoup de difficultés pour respecter ce seuil 2028. Donc je crois qu'il y a des collectifs d'industriels qui sont venus vous voir côté DHUP pour voir s'il serait possible de rehausser un petit peu ces seuils. En moyenne, sur les simulations que nous avons pu réaliser, le passage notamment avec la norme A2, quand on configure les fiches sous Betty pour les carbones, on prend à peu près 20 kg de CO2 de surplus par rapport à avant. Et c'est justement ces 20 kg qui nous manquent. Parfois, il nous en manque 10 pour respecter les seuils. Alors après, effectivement, on espère aussi que les FDES vont se multiplier, qu'on pourrait peut-être agir sur d'autres postes. Donc c'est toujours, je pense, la difficulté quand vous avez des arbitrages à faire, parce qu'assouplir les seuils, ça n'incite pas non plus les mauvais élèves à aller dans le sens. Et aujourd'hui, on arrive effectivement à respecter ce seuil 2028 avec des planchers mixtes ou des planchers bas carbone et des façades à ossature bois. La problématique aujourd'hui, elle est plutôt financière, où on a du mal à se les payer. Je voulais juste terminer sur un petit point, puisqu'il y a beaucoup d'exposants industriels sur Energy Meeting pour rappeler la procédure de titre 5, c'est-à-dire que la réglementation, elle ne couvre pas 100% des cas. C'est normal, elle a été développée avec les deniers publics et donc elle ne peut pas prendre en compte 100% des cas de figure et de toutes les innovations. C'est pour cela qu'il y a des titres 5 opérations pour une opération qui utiliserait un système innovant particulier. Il y a un titre 5 système pour banaliser justement un système innovant et pouvoir le faire prendre en compte. Et il y a également, comme tu disais Thomas, le sujet des titres 5 réseaux de chaleur. Parce qu'aujourd'hui, vous avez gentiment fait un assouplissement pour 2025 pour ne pas bloquer des réseaux de chaleur, comme par exemple la CPCU, qui aujourd'hui, on ne pourrait plus raccorder aucun réseau de chaleur, parce qu'elle est aussi en fin de concession, qui pose quelques soucis. Mais il va falloir impérativement que les réseaux de chaleur se mobilisent pour se verdir, pour déposer ces titres 5. Donc, il y a la possibilité de les déposer. Alors, maintenant, c'est devenu payant, donc il y a un petit peu moins de dossiers, mais bon, ça va dans le sens de l'histoire. Et il faut vraiment inciter à aller vers ces innovations aussi
pour la suite. Voilà. On a terminé. Un, deux. Merci. Merci beaucoup Nathalie Chang et Thomas Zuelgaret. On va prendre quelques questions dans la salle, s'il y en a. Comme on dit, c'est toujours la première qui est la plus difficile. Voilà, après ça va mieux. C'est bon, Bonjour. Je suis Michael Messa, architecte dans le sud de la France. Comment est-ce que vous gérez justement toutes ces questions territoriales où le confort d'été n'est pas le même en zone H3 ou en zone H1, etc. On a vu des tableaux. Je suppose que vos modélisations sont sur Paris ou vous prenez en compte des données un peu partout? Alors, peut-être déjà pour préciser, il y a effectivement certains indicateurs qui ont des modulations selon le territoire. Donc, la France est découpée effectivement d'un certain nombre de zones climatiques, et donc les indicateurs sont déclinés. Enfin, une modulation, plutôt le seuil est le même, mais une modulation apparaît pour tenir compte de la zone climatique, avec peut-être une exception, le confort d'été, effectivement. C'est un choix qui a été fait initialement de dire que le confort d'été, un seuil de température acceptable, était le même partout en France pour une personne. Et donc, il n'y a pas de variation de ces seuils-là selon la zone climatique. Globalement, le confort d'été, tel que le seuil est placé actuellement, nous, on voit qu'il n'y a pas de souci particulier. Les constructions, on les passe quasiment assez facilement, excepté effectivement en zone H3, donc la zone du pourtour méditerranéen, où pour le coup, on voit que c'est un peu plus compliqué pour les constructions de passer aisément les seuils. Alors, si je peux ajouter, Thomas, il y a une mini-modulation pour les catégories qu'on appelle CE1, CE2, éventuellement CE3, quand effectivement vous êtes en zone H3, dans un périmètre notamment bruyant, où là, il peut y avoir, et notamment par exemple avec une résidence étudiante, avec des logements monorientés, on peut avoir un léger rehaussement des seuils. Mais effectivement, aujourd'hui, par exemple, passer les seuils BBO, CEP, IC Énergie, IC Construction, ça ne pose pas vraiment de soucis. Le seuil DH en zone H3 est particulièrement difficile à respecter. Et c'est vrai qu'en zone H3, on va aller chercher des leviers que sont par exemple l'inertie, d'excellentes protections solaires, des brasseurs d'air, des couleurs de façade claire, où il va falloir souvent cumuler toutes ces bonnes pratiques pour pouvoir respecter le seuil DH. Mais ça va plutôt, je dirais, dans le bon sens de la prise en compte du confort d'été. Ça sera donc beaucoup plus difficile de concevoir un bâtiment qui respecte le DH dans le sud de la France qu'à Lille. Où là, ça sera plus...